Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder l'espionnage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Vatican est une plaque tournante du renseignement. Dans les couloirs feutrés de l'illustre institution se mettent en place des filières d'évasion et d'accueil. Vous voulez en connaître plus sur ce sujet? Venez avec moi. Le Vatican a toujours été l'objet de fantasmes et de surveillance de la part des services secrets européens. Il s'est longtemps montré plus défensif qu'offensif en matière de renseignement. Mais cela change dans les années 1940. Pie XII est le premier pape au XXe siècle à avoir franchement recours à l'espionnage. Le Vatican est épié par les espions de Mussolini, implantés au sein de la gendarmerie vaticane. Toute la Rome des années 40 est un nid d'espions au service des grandes puissances, mais aussi du Vatican. Un témoin de l'époque, Brando Bocune, rapporte, chaque bureau, chaque congrégation dispose de ses propres agents. En la matière, les jésuites sont les plus puissants de tous. Dans les années 1930, quand il était secrétaire d'État, le futur Pie XII s'est appuyé sur le réseau de renseignement des jésuites, dirigé par le supérieur général Vladimir Ledovsky. C'est lui qui met en place le collège russophone, Russicum. On y forme les futurs prêtres clandestins qui parlent russe et s'habillent en prêtres orthodoxes. Le réseau jésuite compte aussi des agents dans toute l'Europe, avec un chef de réseau dans chaque pays, afin d'avoir le plus d'informations possible sur chaque pays, chaque puissance, afin de réagir plus efficacement sur les menaces pesant sur le Vatican et sur le pape. L'actuel pape, François Ier, n'est pas seulement le premier pape originaire du continent américain, en effet, il est argentin. Il est aussi le premier jésuite à être élu au Saint-Siège. Fondé en 1534, cet ordre est également connu sous le nom de Compagnie de Jésus, connu pour sa rigueur intellectuelle. Pour les jésuites, dont la relation avec le Vatican a parfois été difficile durant son histoire, l'espagnol Ignace de Loyola fonde l'ordre en 1534 avec 7 étudiants à Paris. Cet ordre est organisé sur un modèle militaire et approuvé par le pape Paul III en 1540. La Compagnie de Jésus compte actuellement environ 20 000 membres dans le monde. Les jésuites se distinguent par une formation intellectuelle poussée. Il a fallu 15 ans d'études au pape François Ier pour devenir pleinement jésuite. La formation jésuite se compose de théologie, mais aussi de la philosophie et de la psychologie. Les jésuites sont influents à tel point que leur chef est parfois surnommé le pape noir, du fait de leur habit entièrement noir. Dans le monde entier, ils contribuent à la formation des élites dans leur établissement, comme la prestigieuse université de Georgetown à Washington. Ces religieux, qui vivent en ville et non dans un monastère, sont aussi très présents au Vatican. Autre spécificité des jésuites, leur fidélité toute particulière au souverain pontife. En plus des traditionnels vœux de chasteté, obéissance et pauvreté, les jésuites en prononcent un quatrième, l'obéissance au pape. Mais les relations de la Compagnie de Jésus avec le Saint-Siège ont parfois été tendues. L'ordre a même été dissous par Rome en 1773 avant d'être rétabli en 1814. Plus récemment, des tensions ont rendu compliquées les relations entre l'ordre et le Saint-Père Jean-Paul II. Les officiers allemands anti-hitlériens, dont le général Ludwig Beck, ancien chef d'état-major de l'armée allemande, envisagent dès l'automne 1939 de renverser Hitler et de conclure une paix séparée. Avant de se lancer, ils veulent obtenir l'assurance que les démocraties occidentales ne chercheront pas à profiter de la situation. Pie XII leur apparaît comme un tiers de confiance et capable de les aider à obtenir ces garanties. Il désigne, pour le sonder, un avocat catholique anti-nazi séjournant à Rome, Joseph Müller, lui-même en contact avec le père Leiber, assistant personnel du Saint-Père. Müller, héros de la Grande Guerre, a été décoré de la Croix de Fer. En septembre 1939, il est recruté par le bureau de l'amiral Canary, chef de l'Abwehr. Il rencontre à Rome et revient avec l'accord de principe du pape pour ouvrir les discussions. Leiber sera son seul contact. Prudent à l'extrême, Pie XII prend un risque en ouvrant ce canal de négociation. La personnalité des comploteurs correspond à son souhait, une Allemagne conservatrice et bien tenue, qui ne chercherait pas à attaquer ses voisins. L'amiral Canary va désormais couvrir les agissements de l'avocat bavarois de la façon la plus simple qui soit,
l'Abwehr, le service de renseignement militaire de l'Allemagne, le charge de dénicher les agents pacifiques italiens et allemands qui chercheraient à entrer en contact avec le Vatican pour comploter contre Hitler. Mais l'arrivée de Churchill au pouvoir en Angleterre change tout et redistribue les cartes. Toute perspective de négociation avec l'Allemagne sera bientôt écartée. Il n'est plus question d'envisager une paix séparée, même au prix du renversement d'Hitler. En août 1944, après l'échec de la tentative du coup d'État du comte de Stauffenberg, les SS découvrent dans un local de l'Abwehr un coffre rempli de preuves du rôle du Vatican dans les complots anti-hitlériens. Arrêté, Müller sera transféré au camp de Flensburg, mais laissé en vie. Il pourra servir de messager auprès du pape Pie XII pour négocier une paix séparée avec les Américains à la fin de la guerre. Comme on l'a vu, le pape Pie XII, malgré sa mise sur écoute, décide à son tour d'espionner et de négocier avec les puissances européennes, afin d'assurer la sécurité du Vatican. Décidé à négocier d'abord avec l'Allemagne, puis de faire machine arrière et d'adopter une politique plus risquée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.